Tu hésites entre acheter ou louer ta résidence principale, sache qu'il existe une règle très simple pour trancher. Pas besoin d'être un expert en finance, en 30 secondes, tu sauras si tu as fait le bon choix. Je vais te révéler la règle des 5%, un secret méconnu qui change complètement la façon d'appréhender cette question et qui va te permettre d'éviter de faire de graves erreurs qui peuvent te coûter des milliers d'euros de patrimoine. Mais avant de te révéler cette règle, voyons pourquoi la plupart des gens se trompent. Tu as déjà dû entendre ce genre d'affirmation, louer c'est jeter l'argent par les fenêtres, ou encore, il faut acheter sa résidence principale pour sécuriser son avenir. Mais comme souvent, la réalité est bien plus nuancée. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la révélation finale pourrait bien transformer ta façon de voir les choses pour toujours. Tu as déjà dû voir passer des études, des simulations, avec des calculs souvent complexes et sources de débats sans fin. Un coup c'est l'achat, l'autre c'est la location, et il semble qu'il soit impossible de réconcilier les deux points de vue. Dans cette vidéo, je souhaite aborder la question sous un angle plus simple à comprendre, à l'aide d'une règle simple que tout le monde peut appliquer facilement. Mais avant cela, merci de soutenir cette chaîne d'éducation financière pour tous. Abonne-toi et mets un pouce pour booster cette vidéo et permettre au plus grand nombre d'ouvrir les yeux sur la finance. L'idée courante la plus simple est de se dire que si on peut acheter un logement avec une mensualité de crédit égale ou inférieure à un loyer, alors acheter est la meilleure décision. Le souci avec ce raisonnement, c'est que comparer un loyer à une mensualité de crédit immobilier, c'est mélanger torchon et serviette. C'est une erreur en termes financiers. Pour mieux évaluer le choix entre louer et acheter, il faut comparer les charges totales de la location à celles de la propriété. Tu vas voir que dans cette vidéo, je vais parler de charges, de frais ou de coûts irrécupérables. En fait, je parle toujours de la même chose, c'est de l'argent perdu, payé sans capital associé, c'est un pur passif. Pour le coût total et récupérable d'une location, c'est tout simplement le montant du loyer. Mais pour un propriétaire, il est plus difficile de déterminer les dépenses qu'on ne récupérera jamais. Un propriétaire a un prêt immobilier la plupart du temps qui ressemble en fait à un loyer. Il est donc facile de tomber dans le piège et de le comparer à un loyer. Mais en fait, c'est une erreur. La raison est que la mensualité d'un prêt immobilier, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est une combinaison d'intérêts, donc un coût financier perdu, mais aussi de remboursement du capital, qui lui n'est pas un coût, mais un remboursement d'une partie de la valeur du bien lui-même. Le propriétaire supporte aussi d'autres dépenses perdues, qui sont la taxe foncière, les frais d'entretien et de travaux, le coût financier de l'achat. Je reviendrai sur cette notion un peu plus tard. Ce sont tous ces coûts qu'il faut comparer au loyer. Allons-y, on va les détailler pour que vous compreniez bien. La taxe foncière, dans un premier temps, est simple à comprendre. Pas acceptée par contre, ça c'est une autre histoire. Tu payes un impôt tous les ans pour être propriétaire du logement sans création de valeur associée. C'est de la perte sèche. La taxe foncière représente généralement 0,5% du prix du logement en France, en moyenne. C'est le premier élément de la règle des 5%. Ensuite, il faut penser aux frais d'entretien et de petits travaux qui couvrent un large éventail de dépenses. Cela peut inclure des dépenses importantes comme rénover une toiture ou rénover une cuisine pour maintenir la valeur de la maison, ou de petites choses comme refaire les joints de la salle de bain par exemple. D'ailleurs, ce sont souvent ces petits travaux qui sont oubliés par ceux qui disent avoir fait une énorme plus-value en vendant leurs biens au bout de 10 ans. Il n'est pas facile d'estimer le coût d'entretien avec précision. Les données sur les coûts d'entretien moyens ne sont pas disponibles en statistiques publiques. Cependant, la plupart des gens suggèrent d'utiliser 1% de la valeur du bien par an en moyenne. Quelques exemples, un bien à 250 000 euros, ça représente 2500 euros par an. Un bien à 500 000, 5 000 euros par an. Cela peut sembler énorme, mais vous pouvez refaire une cuisine à 10 000 euros une année et rien l'année suivante. Partons donc sur 1% pour la suite. C'est le deuxième élément de la règle des 5%. Enfin, le coût financier de l'achat est le dernier et le plus important. Ce coût doit être composé en deux éléments. 1. Le coût de l'endettement, du crédit, les intérêts du crédit. Et 2. Le coût d'opportunité de l'apport en cash. La plupart des propriétaires financent l'achat de leur maison par un crédit. Prenons l'exemple d'un nouveau propriétaire. Supposons qu'il verse un apport en cash de sa poche de 10%. Classique, c'est l'équivalent des frais de notaire plus les frais d'achat. Il va financer les 90% restants avec un crédit. Les 90% financés par le prêt, eux, entraîneront des frais d'intérêt. En mars 2025, le baromètre des taux est à 3,2% sur 20 ans. C'est la durée typique d'emprunt en France. Ajoutez-y l'assurance emprunteur autour de 0,3%. On va donc considérer ces intérêts comme un coût perdu de 3,5%. Je sais qu'il y a 3 ans, les taux étaient plutôt autour de 1 à 1,5%, ce qui rendait l'achat encore plus intéressant. Mais ici, on ne va pas faire de suppositions sur les taux futurs ou passés ou la possibilité de le renégocier dans le futur car on ne sait pas au jour d'aujourd'hui. On se base sur le taux actuel, qui est plutôt normal comparé au taux historique. Bien sûr, il y a une question de chance qu'on ne maîtrise pas dans tout ça. Jusqu'ici, je pense que tous les éléments de la règle des 5% sont assez intuitifs. L'impôt foncier, 0,5%, les frais d'entretien, on a dit 1%, et les intérêts du crédit,
3,5%. Mais le dernier élément, le coût d'opportunité de l'apport, est moins intuitif et nécessite un examen plus approfondi. Dans notre exemple de crédit, le propriétaire verse un apport en cash de sa poche de 10%. En versant cet apport, il choisit d'investir dans un actif immobilier. Mais il aurait pu continuer à louer son logement et investir cet apport dans des actions par exemple, ou une assurance vie, ou encore dans son entreprise. C'est justement ces alternatives possibles qui créent ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Pour le dire autrement et de façon plus simple, en choisissant de placer cet argent dans sa résidence principale, il passe à côté d'autres opportunités. Pour estimer ce coût, on doit d'abord évaluer les rendements de l'immobilier et d'autres placements comme les actions pour pouvoir comparer les deux. Les données historiques constituent un bon point de départ. En consultant les rendements des placements depuis 1900, on constate qu'à l'échelle mondiale, le rendement réel des prix de l'immobilier était autour des 3%, tandis que celui des actions était plutôt à 6,5%, le tout après inflation. Cela veut dire que placer son apport en bourse pourrait rapporter plus de 2 fois plus que l'immobilier sur le long terme. Je sais ce que tu penses. Moi, je fais plus de 3% net, par exemple, avec mon achat à Marseille, les prix ont doublé en 5 ans. Ok, mais attention, on ne peut pas présumer que des rendements historiques récents élevés s'appliquent à tous et perdureront indéfiniment. Les rendements historiques moyens indiqués par les études que je cite ici incluent la chute des marchés, comme les guerres, la bulle internet ou le Covid encore, ou encore les crises de l'immobilier. Si on prenait le SP500 récent, évidemment on pourrait attribuer un taux bien supérieur aux actions. Donc si on considère ces chiffres comme 3% pour l'immobilier et 6,5% pour les actions, l'écart de rendement attendu entre l'immobilier et les valeurs des actions serait de 3,5% en faveur des actions. Le coût de l'apport en cash, donc les 10%, c'est 3,5%. Pour rappel, 90% empruntés coûtent 3,5%, comme on l'a dit, les intérêts, et les 10% en cash coûtent aussi 3,5%. C'est plutôt cool car ça simplifie la règle à retenir et à calculer pour la suite, vous allez voir. Le coût financier est donc de 3,5%, quel que soit le mode de financement du logement, que ce soit par emprunt, en cash ou un mix des deux comme ici, 90-10. C'est le troisième et dernier élément de la règle des 5%. On s'attend donc à payer au total 5% de la valeur du logement en frais perdus, soit 0,5% pour la taxe foncière, 1% pour l'entretien et les travaux, et 3,5% pour le coût du capital du financement. N'oubliez pas que, en comparaison, le loyer est un coût perdu à jamais, facile à identifier. On arrive à la partie la plus intéressante. Comment utiliser cette règle simplement et éviter de faire une erreur qui peut coûter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour déterminer si louer est une décision financière plus judicieuse que d'acheter, commence par prendre le prix du logement que tu souhaites acheter. Pense à y ajouter les frais de notaire et les frais d'achat, environ 10%, et les travaux le cas échéant. Multiplie ce chiffre par 5% et divise-le par 12. Si tu peux louer pour moins cher que ce chiffre, alors louer est une décision financière plus judicieuse. Une maison de 300 000 euros, tout compris, coûterait 15 000 euros de charges annuelles non récupérables, soit 1 250 euros par mois. Si tu peux louer la même chose pour moins de 1 250 euros, alors il est pertinent de te poser la question et de rester locataire. Si à l'inverse, tu trouves une location qui te plaît pour 1 500 euros par mois, prends ces 1 500 euros, multiplie-les par 12 et divise le résultat par 5%. Cela donne un résultat de 360 000 euros. Autrement dit, payer 1 500 euros de loyer par mois équivaut, en termes de charges non récupérables, à être propriétaire d'une maison de 360 000 euros. Alors bien sûr, la règle des 5%, c'est une simplification, car elle suppose certaines choses à garder bien à l'esprit. La règle des 5% peut varier en fonction des éléments qui la constituent. La composition du portefeuille d'actions du placement, le choix d'investir en actions plutôt que, par exemple, dans une assurance vie ou dans un livret A, les taux d'intérêt d'emprunt. On empruntait, il faut se rappeler qu'on empruntait à 1% il n'y a pas si longtemps. Ou encore le montant de l'apport. Tous ces éléments vont venir modifier cette valeur de 5%. On aborde ici donc une notion clé. Tout le monde n'a pas le même comportement quant au placement de son argent. Certains vont investir en fonds d'euros assurance vie, d'autres sur un livret A, peu rémunéré, et d'autres ne vont tout simplement rien faire. Ces choix vont impacter la règle des 5% car la différence de rendement va se réduire entre le placement financier et l'immobilier, rendant la propriété plus intéressante dans ce cas-là, sur la partie payée en apport en tout cas. Alors oui, la conclusion est étonnante, mais d'une logique implacable. Si on ne sait pas investir, alors le choix d'acheter sa résidence principale aura plus de poids. Pour faire simple, tu es un profil d'investisseur agressif en actions, utilise 5%. Sinon, tu peux utiliser un taux plus proche des 4%. Et si tu as eu la chance d'emprunter à 1% d'intérêt, alors là c'est plutôt 3%, ce qui réduit considérablement le coût de la propriété évidemment. Dans la description, en dessous, je t'ai mis un lien vers une feuille Excel pour ajouter les éléments des 5% selon ton cas et ton aversion au risque. Alors, selon la règle des 5%, acheter est-il un bon choix pour toi? As-tu dû ajuster cette règle des 5% dans ton cas? Dis-le moi en commentaire ce que tu en penses et ce que tu penses de cette approche. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi pour d'autres analyses qui te feront économiser des milliers d'euros. Merci à toi d'avoir tenu jusque-là, je sais que c'était pas facile. Ton avenir financier en dépend et à bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr.